Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Destitution hier dans la soirée de Jean-Marc Kabounda Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont tard dans la soirée voté pour la pétition de sa déchéance. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et puis des embouteillages monstres s'observent à Kinshasa en pleine pandémie du coronavirus. Des nids de poules sur les principales artères seraient à la base de cette situation. L'Office de voirie et drainage OVD passe à la vitesse supérieure pour des solutions idoines. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Situation sécuritaire préoccupante à Djougou, dans la province de l'Ituri. Des groupes armés tuent impunément la population civile sans défense. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le contour de la situation avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Leila Zerugoui. Les deux personnalités ont également abordé la question de la pandémie liée au coronavirus. Les détails avec Pierre Kibambe-Somoïssa. La riposte commune à la pandémie de coronavirus, la multitude de groupes armés dans l'Ituri qui s'attaquent à la population civile, aux enfants, brûlent des corps, des écoles, des hôpitaux sont des préoccupations que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerugoui, a partagé ce mardi 26 mai avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Outre les opérations militaires des FARDC et la MONUSCO, il faudrait s'attaquer aux problèmes de fond, appeler les populations à soutenir leur armée et leurs institutions, à ne pas s'associer et s'identifier à ces forces négatives, a indiqué en substance la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU au sortir de cette entrevue. J'ai pu avoir cet entretien avec le président parce que d'abord on fait le point sur tout ce qu'on fait ensemble. On a des situations où on est impliqué, que ce soit à l'est du pays, que ce soit dans le cadre de notre riposte ensemble pour faire face à cette épidémie de Covid, que ce soit par rapport à la MONUSCO aussi et nos préoccupations internes. Donc j'ai partagé avec lui les éléments d'information que j'ai échangé avec lui, je l'ai écouté et pour coordonner nos actions, pour voir comment on peut travailler ensemble et pour lui donner aussi des informations sur des situations où je suis personnellement saisie, soit par mes gens sur le terrain. Une des raisons de cette rencontre, c'est cette préoccupation par rapport à cette multitude de groupes armés qui en plus s'attaquent aux populations civiles, commettent des autres atrocités. J'ai reçu un rapport, par exemple, quand on parle de l'Ituri, dans la zone de Djougou, on a brûlé 150 écoles. On a brûlé le nombre des hôpitaux, 18 je crois, dans une zone où il y en a pas, où c'est tout ce qu'il y a certainement. Donc brûler des écoles, tuer des civils, s'attaquer à des enfants, casser les routes pour que l'approvisionnement pas n'arrive pas à Bunia, c'est quoi ça? Mon appel aux populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, c'est de leur dire: c'est votre armée qui doit vous protéger, c'est vos institutions qui doivent vous protéger. Si vous avez un grief, vous avez l'administration locale, on est là aussi pour passer les messages, mais pas s'associer à ces groupes, s'identifier à ces groupes. Et je ne pense pas que la population s'identifie parce qu'elle pense que ces groupes sont bons, c'est tout simplement qu'elle est prise au piège par ces groupes. Et donc les opérations militaires sont nécessaires pour mettre la pression sur ces groupes, mais il faut aussi les solutions aux problèmes de fond. Renforcer la présence militaire, renforcer les institutions au niveau local, la réconciliation communautaire, l'engagement politique avec les communautés, les avoir de leur côté, mais de les protéger. Les questions de sécurité, justement, en République démocratique du Congo, ainsi que la bonne marche des institutions fait également l'objet de la réunion que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eue avec la présidente de l'Assemblée nationale, tour à tour justement après elle. C'était au tour du ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoï Moukenalousa Diessé, qualifie sa rencontre avec le chef de l'État des préludes
pour la tenue du Conseil supérieur de la défense. On l'écoute au micro de Pierre Kibembeso Moïsa. La réunion, le chef de l'État, commandant suprême, prépare le Conseil supérieur de la défense. Pour cela, il a réuni ses généraux et moi, son ministre, et pour que nous puissions réfléchir profondément sur la question de l'insécurité. Mais nous n'allons pas réfléchir sur la question de l'insécurité, mais sur la question de la sécurité. Comment ramener la sécurité partout. Voilà de quoi il a été question. Il est donc question que demain, nous puissions, autour du VPM de l'intérieur, que nous puissions approfondir les thèses centrales que le chef de l'État a mises à notre disposition. C'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Il a été donc question d'étudier les voies et moyens très rapidement pour ramener, pas la paix parce que nous sommes en paix, mais l'insécurité. Et les groupes armés, qu'ils soient locaux ou étrangers. Le chef de l'État qui prépare dans les jours à venir, très très proches, le Conseil supérieur de la défense, l'organe qui prend des grandes décisions, a mis à notre disposition des instructions sous forme de thèses à approfondir demain. Tous ceux qui, moi, le ministre de l'Intérieur et tous nos généraux et tous nos services de sécurité doivent réfléchir immédiatement, rapidement, demain, sur comment, quelles sont les voies et moyens pour ramener la sécurité, chasser l'insécurité, parce que la paix, elle est là. Par ailleurs, en sa qualité de garant de la nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce lundi à la Cité de l'Union africaine avec la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko. Il a été question de passer en revue l'ensemble des questions relatives au bon fonctionnement des institutions de la République à travers des consultations régulières et une bonne collaboration, ce qui demeure les soucis majeurs permanents du président de la République pour la bonne marche des affaires de l'État. En tout cas, une note pas du tout gaie dans ce journal. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli aujourd'hui à l'hôpital du Cinquantenaire devant les corps de Charles Kilosho, directeur adjoint en charge de la communication à la présidence de la République. C'était avant sa mise en terre au cimetière de Benseke, Nouvelle Cité. Encore une fois, Kibambe Sombre. Charles Pierrot Kilosho n'est plus. Il a quitté la Terre des Hommes le samedi 23 mai 2020, tôt le matin des suites d'une maladie. Toujours sensible aux malheurs qui frappent chaque famille congolaise, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence les obsèques du directeur adjoint à la communication du chef de l'État, dont la dépouille a été exposée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Aussitôt arrivé, le chef de l'État est allé s'incliner devant le corps de l'illustre disparu. Il s'est ensuite entretenu avec l'épouse, les fils et la mère du docteur Charles Kilosho, à qui il a exprimé toute sa compassion et le réconfort moral. La cérémonie funéraire s'est déroulée dans le respect strict des mesures barrières au Covid-19, en présence du directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État, Désiré Cachemire Kolongele Eberante, et de quelques cadres et membres du cabinet du président de la République. Charles Pierrot Kilosho Masumbuko est né à Louvain, en Belgique, le 25 février 1966. Il a étudié au collège Boboto, collège Elikia, Saint-Raphaël et à la Bambinière, où il a obtenu son diplôme des humanités littéraires. Il affrontera ensuite ses études universitaires à Milan, en Italie, à l'université de Kinshasa, faculté de droit, et à l'IFASIC, où il a appris le journalisme et la communication. Après avoir assumé plusieurs charges dans sa carrière professionnelle, il a été nommé directeur adjoint de la communication du président de la République. Charles Kilosho a été aussi membre de la task force du chef de l'État dans la riposte contre le Covid-19.
Paix à l'âme de l'illustre disparu. Jean-Marc Kabound, à Kabound, nous le disions dans les titres, a été destitué de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La pétition initiée à son encontre par le député national Jean-Jacques Mamba a été examinée et soumise hier au vote lors de la plénière présidée par la speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Janine Mabunda. Une frange des députés de l'opposition qui sollicitait l'annulation de cette pétition a failli en venir aux mains. Les déroulés de cet événement avec Sylvie Mouembo. Le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, quitte le perchoir. Ainsi, on a décidé l'Assemblée plénière. Au cours de cette séance qui a été marquée par le vote des députés nationaux, Jean-Marc Kabound à Kabound et la coalition Cash n'ont pas pu répondre aux attentes des élus du peuple. C'est un virement politique important qui a vu le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement quitter son poste. 289 députés pour, 17 contre, 9 abstentions, 0 bulletin nul, c'est le résultat du vote. S'en est suivi un débat qui, à un certain moment, s'est transformé au pugilat. À l'examen de la pétition, les députés du Cash ont désespérément voulu arrêter le processus par 2 motions qui ont toutes été rejetées par l'Assemblée plénière. Il s'en est suivi une dispute qui a surchauffé les esprits. Dans ces désordres, la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko, a suspendu la séance en attendant que les uns et les autres reviennent à la raison. Les députés du Cash ont choisi de quitter quand le marteau de la présidente a retenti pour la reprise. Bref rappel du contexte. Début du vote un après l'autre. Les élus du peuple avaient des isoloirs pour la circonstance et l'urne pour un vote selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les dépouillements s'en est suivi et au prononcé de la sentence. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la pétition en vue de la déchéance de l'honorable Kabound à Kabound Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce que ce vote a recueilli plus de la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée nationale en ce jour, conformément aux prescrits de l'article 31, alinéa 8 de son règlement intérieur. Malgré les incidents regrettables auxquels nous venons d'assister, qui n'ont pas honoré notre Chambre et que nous condamnons tous comme députés, au nom de la plénière souveraine. Mais en ce moment, autour du chef de l'État, c'est un moment de psychose mondiale face à la pandémie Covid-19 et notre peuple et le monde tout entier observent et attendent de nous de la hauteur et de la dignité dans l'accomplissement de nos charges républicaines. Chers collègues, c'est donc en termes d'amélioration du vécu quotidien du Congolais que nous serons jugés, et non pas sur nos positionnements politiques vains et stériles. Toutefois, je me réjouis de constater avec vous l'élan patriotique et l'attachement à l'état de droit au cours de ce débat. Bien avant la déchéance du député national Jean-Marc Kabound à Kabound, la plénière a suivi avec beaucoup d'attention les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankondé. Il répondait aux questions de la sécurité dans le Congo central et dont certains adeptes de Bundu Diamayala, extrémistes, ont failli faire embraser le pays. Nous n'avons jamais convenu avec le gouverneur de la province du Congo central une quelconque répression des adeptes du mouvement mystico-religieux Bundu Diamayala à Songololo. La police nationale congolaise, confrontée à une volonté farouche de ces excités de chasser les non-originaires en troublant l'ordre public et en violant les lois du pays, a utilisé les moyens humains, matériels et psychologiques en sa disposition pour arrêter cette xénophobie. Nous avons déploré ces pertes en vies humaines et des blessés, que ce soit du côté de la police comme du côté des adeptes de Bundu Diamayala. Des enquêtes sont en cours pour établir toutes les responsabilités et en tirer toutes les conséquences. C'est l'essentiel de la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankondé, à la question orale avec débat, lui adressée par la députée nationale Nelly Mwinga, élue de Songololo dans la province du Congo central. Dans la province voisine, le Sénat, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba
était face aux élus, des élus pour répondre à une préoccupation soulevée par les sénateurs sur la gestion et la prise en charge du Covid-19 par le gouvernement de la RDC. Images et commentaires à suivre à la fin de ce journal. Mais que pensent les sénateurs après les Covid? Comment le pays va-t-il se comporter? Suivez à ce propos le sénateur Guy Loando au micro des Génies de la Champagne. Mais je retiens seulement que le Premier ministre a répondu aux questions, ça il faut le dire. Certaines préoccupations ont trouvé des réponses, certaines non, mais je suis sûr et certain qu'ils avaient bel et bien noté toutes ces questions. Et je suis convaincu, parce que c'est leur préoccupation, celle de veiller au bien-être des Congolais, et qui, même s'il n'a pas répondu, parce que vous savez, une plénière, il y a un timing pour ça, mais je suis sûr et certain que le Premier ministre et tous les membres du gouvernement qui l'ont accompagné ont bel et bien noté nos questions et qui tâcheront dans les jours à venir à y apporter des solutions parce que c'est tout ce que les Congolais attendent, qu'on puisse arriver à résoudre tant soit peu leurs problèmes. Et donc je suis optimiste que le gouvernement a retenu avec attention nos préoccupations et nous informons la population, celle qui nous a mandatés ici comme sénateurs, celle qui nous communique leurs préoccupations et leurs attentes, que ces questions ont été posées, mais même si on n'a pas eu de réponse formelle aujourd'hui, mais ça a été noté et le gouvernement tâchera à réserver une suite dans les jours à venir. J'ai moi-même écrit une tribune sur la gestion de l'après-Covid, où nous avons essayé d'aller un peu en revue de toutes les problématiques sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, hein, sur tous les segments de la vie nationale. Il y a une belle réflexion que nous avons pu faire là-bas qui a été enrichie parce que par certains collègues, par certains scientifiques. Nous avons essayé de passer en revue toutes ces questions. Et donc, la grande problématique, c'est comment nous allons nous réveiller après la Covid. La République démocratique du Congo, RDC, a enregistré jusque hier 2403 cas confirmés au Covid-19, 68 décès et 340 personnes guéries, renseigne le Comité national de riposte. La réalisation me fait signe que nous sommes en mesure de vous proposer la réponse du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui était aujourd'hui face aux élus des élus. Il répondait donc aux préoccupations des sénateurs. Suivez ce reportage. Il est revenu pour donner des réponses aux multiples questions lui posées la semaine dernière sur la gestion par le gouvernement du coronavirus. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est présenté devant les sénateurs avec des éléments de réponse séquencés selon les secteurs d'intervention. Pris à la volée, il y a lieu de dire que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est montré très prudent sur la reprise des cours, envisageant seulement une possible évaluation des élèves des classes terminales, tout en rappelant que la prévention est le meilleur moyen de protéger la population. S'agissant d'autres mesures, que ce soit sur le plan juridique et sécuritaire ou sur le plan économique, le Premier ministre a donné les réponses en spécifiant les sénateurs qui s'étaient montrés intéressés par ces aspects. Sous la conduite du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, l'auteur de la question orale avec débat, le sénateur Bakomi Tungumba a conclu par un satisfecit au Premier ministre. Ce dernier a fait tout de même quelques recommandations au gouvernement de la République. La journée était intense pour les honorables sénateurs qui ont eu droit juste après à la réponse du ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Manzengu, à la question orale avec débat lui adressée par l'honorable sénateur José Makila Soumanda sur le projet de construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport international de Ndjili. La réponse du ministre a suscité encore beaucoup d'autres questions des sénateurs. Le président du Sénat, ayant conduit le débat, a finalement accordé une semaine au ministre pour étoffer ses réponses. Le déconfinement total de la commune de la Gombe, c'est pour bientôt, mais cela nécessite de préalables. Le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Dieudonné Kassembo, invite les opérateurs économiques à assainir d'abord leur milieu de travail. Joël Ungenza. On s'achemine vers le déconfinement selon les dernières mesures prises par le gouvernement, ce qui prévoit la réouverture des commerces pour laisser l'économie nationale respirer. Cette annonce ne pourra se concrétiser qu'avec certains préalables. L'hôtel de ville qui a réuni les opérateurs économiques le vendredi dernier, parlant du déconfinement par carte, se soucie de l'état de la salubrité qui s'est bien amélioré pendant le confinement. Le vice-président de la FEC en charge des PME, Dieudonné Kassembo, qui a fait le tour de la ville avec une équipe, s'en est bien rendu compte. À quel niveau doit-on situer la responsabilité des uns et des autres en matière d'assainissement?
La réunion tenue à la FEC ce lundi a tracé le principe. Les opérateurs économiques et autres propriétaires des magasins ont été fixés. Que pendant le confinement et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui accèdent dans la ville est propre. Mais nous, en tant qu'opérateurs économiques, on ne va pas se mettre à contempler la ville pendant que nous sommes appelés à faire de l'argent. Mais comment est-ce que nous pouvons concilier et produire de l'argent et maintenir la propriété? Il y a une part de responsabilité qui nous incombe. Maintenant, on va s'attaquer aux propriétaires. Alors, ce qui veut dire que maintenant, on va commencer à interpeller les propriétaires. Les propriétaires vont être pénalisés et les propriétaires vont se rabattre sur la société de sécurité. Chacun sera désormais tenu responsable de l'assainissement aux alentours de son établissement. Question de veiller aux arrangements fantaisistes que les éléments de sécurité entretiennent avec les vendeurs ambulants, principale source de l'insalubrité en ville. Mais de plus en plus, il y a des normes internationales, des HSE, qui demandent que toute société de sécurité puisse s'occuper de l'environnement et de la salubrité publique. Donc on ne peut plus garder un client sans tenir compte et de l'environnement et de la salubrité. Qu'on le veuille ou non, nous sommes là-dedans. Et donc nous nous engageons à participer à ce mouvement de salubrité publique. Partout où nous serons, en tout cas, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'étalage devant les espaces de nos clients, et que si jamais il y a un problème, nous allons collaborer avec la police pour pouvoir obtenir l'exécution forcée de manière à déguerpir les gens. Dieudonné Kassembo a également rappelé aux uns et aux autres l'exigence légale pour chaque opérateur économique de s'affilier à une organisation patronale ou syndicale de son choix. Ceci éviterait de confier le gardiennage aux petites sociétés de complaisance. Nous allons quitter momentanément Kinshasa. Une mission d'inspection des routes a conduit les ministres de la Reconstruction et des Travaux publics, Willy Ngopos, à Massi Manimba sur place. Il a visité les travaux effectués sur la nationale numéro 1 et lancé les travaux anti-érosifs dans cette partie de la République. Reportage Érudis Kitutu. Après avoir lancé quelques grands travaux dans la ville-province Kinshasa, Willy Ngopos Sunzel met le cap dans la province du Kwilu. Au volant de sa Jeep, le vice-premier ministre de ZTP a parcouru plus de 400 km de Kinshasa à Massi Manimba. Question de se rendre compte de l'état actuel de ce tronçon sur la route nationale numéro 1. Dans les 400 km parcourus, le vice-premier ministre a fait plusieurs escales. Partout où il est passé, Willy Ngopos a échangé avec les notables de chaque coin sur différentes revendications liées au secteur des infrastructures, au quartier Lukula. Et l'érosion menace de couper la route nationale numéro 1. Willy Ngopos avait en son temps dépêché le directeur général de l'office de route pour stopper l'avancée de cette érosion. Après avoir inspecté lui-même les travaux de sauvegarde de la RN1 par la lutte anti-érosif, le vice-premier ministre appelle à la réhabilitation complète de cette partie de la route. Nous avons trouvé un peu d'argent au niveau du gouvernement dans le cadre de programmes d'entretien routier qui relèvent de notre secteur. Ce sont des fonds qui sont collectés par Fonet et ces fonds servent justement à entretenir la route et les érosions. Nous avons dans le programme d'entretien routier 2020 prévu quelque chose et c'est sur ce fonds que nous avons ponctionné une partie pour que l'office de route puisse intervenir. Comme dans ses habitudes, Willy Ngopos a attiré l'attention de la population sur les constructions anarchiques. Je l'ai dit à Kinshasa, je l'ai dit aussi, dans les 80% des cas, les érosions sont dues à la mauvaise canalisation des eaux. Et les eaux empruntent d'autres chemins quand on a évité qu'ils passent là où ils devaient être. Ce sont des constructions anarchiques. Il faudrait que tout le monde prenne conscience. C'est bien de construire, mais il ne faut pas construire n'importe où. En croire le directeur général intérimaire de l'office de route, ces travaux prendront fin dans 4 mois.
Des routes en mauvais état, il y en a aussi à Kinshasa. Des nids de poules refont surface sur les principales artères dans la capitale. Les observateurs avertis pensent que ces trous sont à la base de nombreux embouteillages constatés ces jours-ci. Interrogé sur la question, l'Office de voirie et drainage se justifie et veut passer à la vitesse supérieure avec l'appui du freineur. Reportage. Voici Kinshasa by night en cette période de la pandémie du coronavirus. Des embouteillages dans la commune de la Gombe, à la hauteur de Chanik vers Kitambo Magasin, où se trouve érigé un poste de contrôle des documents, prélèvement de température et lavage de mains. Il n'est pas aisé de circuler en voiture à Kinshasa. Très peu de routes sont en bon état. Les conducteurs de véhicules font face ces jours-ci à des routes cabossées, à des nids de poules parsemés sur les principales artères. Sur l'avenue Chaoumba, non loin de l'Izipa, c'est un trou béat qui a élu domicile sur cette chaussée, forçant au passage les conducteurs de véhicules à rouler à 0 km/h, soit à ralentir carrément. Autre lieu, même décor. Sur la route 24 novembre, menant vers la commune de Selembao, ces chauffeurs de taxibus se plaignent du mauvais état de la chaussée, souvent à la base des embouteillages qui s'observent ces jours-ci. Que le gouvernement ait pitié de nous, qu'il arrange cette route. Pour contourner ces flaques d'eau, les taxis-motos créent leur propre voie. Piétons et conducteurs de ces taxis-motos d'Iwewa font bon ménage sur ces emprises. Cette route est vraiment défoncée. C'est comme s'il n'y a pas de responsable. Au rond-point Kimpanza, où est érigé le monument du premier président de la République, Joseph Kasavubu, il faut avoir une 4x4 pour affronter ces nids de poules. Les plus téméraires sont les taxis communément appelés ketch, à la recherche effrénée du versement quotidien. Un peu plus loin, au rond-point Victoire, cette place mythique a retrouvé son ambiance habituelle en cette période de confinement du Covid-19 où chacun est censé rester chez lui à la maison. À cela s'ajoutent des tracasseries policières qui contrastent avec la courtoisie routière. Il y a trop de nids de poules. La police de circulation nous tracasse. Ça doit cesser en cette période de maladie. Et là, vraiment, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a trop d'embouteillages. Vers 16h, 17h, la situation s'empire. Sur les 3621 km du réseau routier de Kinshasa, 7% sont du ressort de l'Office des routes et les 93 autres de l'Office de voirie et drainage. Il y a des points où les nids de poules créent quelques embouteillages. Mais ce n'est pas la cause en général, puisque vous pouvez être sur le boulevard Lumumba, il n'y a pas de trous, mais vous trouvez des embouteillages. Vers Sendoué, vers la 12e rue, il y a toujours eu des embouteillages. Ce n'est pas la cause principale des embouteillages. Il y a beaucoup de véhicules, il y a peu de routes. Puisque nos routes ont vieilli. Il y a des routes qui datent de 20 ans, il y a des routes qui datent de 25 ans. En principe, il faut refaire ces routes. Mais sachez aussi que cette année, on a connu une grande pluviométrie. Quand nous faisons le colmatage, vous colmatez ici aujourd'hui, demain c'est un autre truc qui se crée. Face à ces tableaux sombres, l'OVD compte passer à la vitesse supérieure. Nous avons un programme de bouchage des trous, mais nous sommes souvent butés par les gens qui nous fabriquent les enrobés, c'est-à-dire l'asphalte. Ils ne peuvent pas vous fabriquer une tonne. Il faut une grande quantité. Ce qui fait que nous décaissons, nous rechargeons avec le concassé, mais il faut attendre qu'il y ait une grande quantité de trous pour passer une commande des enrobés et boucher en une fois. Donc maintenant, on a changé de méthode. On fait avec les enrobés à froid. Nous chauffons nous-mêmes. Si ce sont des petits trous isolés, nous colmatons. C'est que si ce sont des grands trous, là, il faut une grande commande. Maintenant que c'est la saison sèche, d'ici là, ils ne verront plus tous ces trous-là, RTNC, Willery ou quoi. Ils vont disparaître d'un moment à l'autre. D'ici 3 jours, on va commencer les travaux de bouchage des trous sur Ngoma. Donc, on peut faire 3 jours de décaissement et le 4e jour, c'est pour mettre l'asphalte. À quand la fin du calvaire des conducteurs de véhicules sur les routes de Kinshasa? L'avenir nous en dira plus.
C'est donc un dossier à suivre. Quand même une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le Canada vient d'octroyer 37 millions de dollars américains pour faire face aux problèmes humanitaires. Le ministre du Développement rural du Canada a confirmé cette nouvelle au cours d'une conversation téléphonique avec Marie Tumbanzeza, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Explication, Gina Wabiwa. 37 millions de dollars, c'est l'enveloppe que le Canada octroie à la République démocratique du Congo pour résoudre ses problèmes humanitaires. La ministre canadienne du Développement international, Karina Gould, l'a annoncé à son homologue de la République démocratique du Congo, Marie Tumbanzeza, au cours d'une communication téléphonique. À cette aide s'ajoute une autre contribution de 500 000 dollars destinée à la riposte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que chaque année, le Canada octroie à la République démocratique du Congo une aide au développement à la hauteur de 135 millions de dollars. Au-delà de cette aide humanitaire, les deux pays entretiennent des relations bilatérales qu'ils comptent consolider sur les plans économiques, politiques et sécuritaires, nous dit l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. On a vu ces derniers jours, en Ituri notamment, mais ailleurs aussi, une résurgence de violence qui frappe la population congolaise. Donc le Canada est très préoccupé par cette situation et nous souhaitons pouvoir continuer à appuyer le Congo pour résoudre ces situations de manière pacifique. Alors le Canada est très actif actuellement sur l'égalité des genres, la promotion des droits et des femmes au Congo, la lutte contre les violences basées sur le genre, et on voit malheureusement que dans les situations de pandémie, dans les situations de crise humanitaire, souvent les femmes sont particulièrement touchées. On parle d'une recrudescence de violences domestiques par exemple. Donc il est important dans ce contexte pour nous de pouvoir accompagner les autorités congolaises pour appuyer aussi les femmes et faire en sorte qu'il y ait une relation plus égalitaire avec les hommes. La dernière visite de Karina Gould en République démocratique du Congo remonte de janvier dernier. Des bonnes nouvelles en bonnes nouvelles, l'hôpital du Cinquantenaire vient de libérer les guéris de la pandémie du coronavirus, parmi lesquels des Indo-Pakistanais. Suivez ces reportages de Sidi Kenina. Suite à l'appel lancé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, de soutenir Kinshasa dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, l'ambassade d'Italie en République démocratique du Congo a fait un don de 24 000 masques au gouvernement provincial de Kinshasa. Le vendredi 22 mai, la cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'ambassade de l'Italie dans la commune de La Gombe. Selon le diplomate italien Lucas Atanasio, le but de ces dons est de vouloir protéger la population quinoise contre la pandémie à coronavirus. Je pense que même la petite goût qu'aujourd'hui on est là à célébrer, c'est un goût qui arrose le sentiment le plus important. C'est le sentiment qui vient du cœur, c'est l'amitié entre l'Italie et l'RDC. Donc, qu'il soit un peu une petite célébration de l'amitié. Vive le Congo et Forza Italia. Le ministre provincial de la Santé, Bernadette Panzou, qui a réceptionné ces dons au nom de l'autorité provinciale empêchée, selon elle, ce geste contribue à la protection de la population contre le coronavirus. Ce geste nous va au cœur, puisque ça va aider la population à se protéger contre le coronavirus, puisque le port des masques est obligatoire. Notons que ce geste traduit la solidarité et l'amitié de longue date entre la République démocratique du Congo et l'Italie. Vous l'avez suivi, les pays se bousculent pour aider la RDC à faire face à la pandémie du coronavirus. Les cas de l'Italie. Nous l'avons dit, l'hôpital du Cinquantenaire vient de libérer quelques guéris du coronavirus, parmi eux des Indo-Pakistanais. Suivez ces reportages. Malgré le fait que le nombre de cas augmente, la bonne nouvelle, c'est succède également. Testé positif au Covid-19 n'est plus cette fatalité qu'on croyait au début. Les personnes guérissent une fois la prise en charge s'effectue à temps voulu. L'hôpital du Cinquantenaire en présente encore une dizaine, parmi lesquels des expatriés. Pas de problème, arrivé ici, maladie rectifiée, après 14 jours, maladie rectifiée, après chaque jour, docteur donnait médicaments. Propre check-up de tous les jours, arrivé 2 fois, 3 fois, après demander comment c'est le problème. Tout ça va très bien. Des allégations d'achat de conscience, des malades et cadavres, un patient guéri porte un démenti. Tout ça n'a intérêt
Voilà, on les a remis une enveloppe, un peu d'argent, et on achète des cadavres par-ci, par-là. Personnellement, je n'ai pas vu ça. Peut-être il se pose un problème, surtout dans la prise en charge, en ce qui concerne l'examen de l'INRB, qui traîne parfois. Et ça, c'est surtout après les traitements pour avoir une confirmation, le fait qu'on soit guéri. S'y prendre à temps, c'est sauver sa vie et les autres également. La lutte contre la pandémie du coronavirus est l'affaire de tous, les cas de ces activités déployées par l'UNICEF en RDC. Suivez ce reportage. Le gouverneur Richard Mouyej-Mangenzmons et les responsables de LCS ont eu des échanges avec comme étoile de fond les conditions de confinement des employés et comment préserver la production en ce temps de crise due à la Covid-19. Pour s'assurer de la continuation de la production, le gouverneur et sa délégation ont, après la réunion, fait un tour dans les installations de LCS, commençant par le parc à cuivre. Une visite éclair a été également faite au centre de contrôle de l'usine avant de visiter les logis des employés confinés. Le gouverneur Richard Mouyej-Mangenzmons a eu des échanges directs avec ces derniers. Et le conseil que je vais vous donner est que, quel que soit le niveau du problème, il faut toujours privilégier le dialogue. Le patron de l'exécutif provincial s'est dit satisfait de ce que la production est préservée à LCS. Richard Mouyej fait tout son possible pour protéger la production tout en garantissant le social des employés, tel que voulu par le gouvernement central. Parce que la mission que le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a donnée, c'est de faire en sorte qu'on puisse anticiper et qu'on évite qu'après la pandémie, qu'on connaisse une crise de production. Et nous avons senti dès les premiers abords que l'employeur est ouvert au dialogue, est ouvert aux échanges, et nous profiterons de ça pour améliorer les conditions. Par la suite, un lot d'équipements a été remis à la province dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouverneur Richard Mouyej-Mangenzmons a également fait des propositions par rapport au confinement. Il estime que les rotations sont importantes. Elles permettront un équilibre psychologique des employés. On venait de suivre le gouverneur de la province d'Ilo-Alaba, Richard Mouyej-Mangenzmons, qui a effectué une descente dans quelques entreprises minières pour s'assurer des conditions de confinement et des expatriés et des Congolais qui travaillent dans ces entreprises. Nous venons de l'apprendre, les immunités du président du Sénat ne seront plus levées. Ainsi en a décidé la plénière de la Chambre haute du Parlement congolais. Au cours d'une séance plénière, les sénateurs ont rejeté les réquisitoires de la Cour des cassations. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous refermons ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter tout à l'heure à 22h. Vous allez suivre une autre édition qui vous sera présentée par Joël Makela. Excellente soirée à tous. Au revoir.